parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il y aura sans doute beaucoup de questions. Alors, donc moi je suis Xavier Pasco, je suis vraiment ravi de vous accueillir si nombreux encore une fois pour discuter de tous ces thèmes passionnants et avec un panel de courses. Deuxième point, ah oui c'est mieux ça. Vous avez une salle, parce que on a eu des petits problèmes de surpopulation dans cette salle hier. Il y a la salle du Mont-Durville dans laquelle, mais là il y a encore des chaises, donc la question ne se pose pas, mais peut-être au fil des minutes qui vont venir. Pour les prochains, à ce moment-là, je le dirai quand je verrai la surpopulation se faire. On a une autre salle qui est la salle du Mont-Durville, dans laquelle ce panel sera retransmis. Voilà. Donc je tenais à vous préciser ça. Donc, bienvenue à cette séance de discussion, de présentation sur une question qui n'est pas nouvelle dans l'histoire du conflit. On parlait du glaive et du bouclier souvent, et ça c'est une dialectique éternelle. Et aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est l'offensive a-t-elle pris le pas sur la défensive? Alors pourquoi cette question refait surface finalement? Eh bien, vous comprenez bien que c'est lié aux événements récents, à tout ce que nous connaissons. On en a abondamment parlé depuis hier, à tout ce que nous connaissons en termes d'évolution des conflits internationaux, la Russie, l'Ukraine, les différents conflits qui se sont manifestés depuis. Tout ça a sonné comme une forme de basculement un peu dans nos certitudes, avec, on avait une période qui était surtout marquée par la lutte contre des attaques terroristes, par, je dirais, une conception extensive de la sécurité et de la défense, mais qui, depuis les attentats de 2001, finalement, avait un petit peu mis à l'arrière-plan ce qu'on appelle le conflit de haute intensité. Et puis, voilà, la réalité étant ce qu'elle est, elle nous rattrape souvent. Les conflits de haute intensité ont malheureusement leur réapparition. Évidemment, le conflit, l'invasion russe en Ukraine a été l'un des marqueurs les plus évidents de cette évolution. Et donc, ça nous conduit évidemment dans le cadre de cette série de questionnements ici au RSMed sur les enjeux technologiques, ça nous conduit à nous poser la question du retour de l'offensive, donc de la manière dont nous pouvons réévaluer finalement ce qu'est un conflit de haute intensité aujourd'hui, finalement du retour de cette dialectique offensive-défensive. Alors, c'est lié évidemment, j'allais dire toujours à l'art de la guerre, ce qu'on appelle l'art de la guerre, ça c'est éternel, mais effectivement il y a aussi des évolutions technologiques qu'on constate. Il y a des évolutions technologiques qu'on constate, aussi bien à tous les niveaux finalement des conflits, que ce soit au niveau du renseignement, au niveau des communications, au niveau au moment de produire des effets sur le terrain. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, évolue de manière accélérée. Toutes ces technologies évoluent de manière accélérée. Et donc, évidemment, entre ceux qui attaquent et ceux qui se défendent, qui eux-mêmes bénéficient des mêmes évolutions technologiques, en fait, où en est-on finalement de ce rapport? Où en est-on de cette dialectique? De mon point de vue à moi, qui regarde un peu... j'ai un prisme un peu particulier dans mes domaines un petit peu d'intérêt qui sont surtout liés au spatial. On peut se rendre compte, par exemple, et c'est juste un exemple, qui aussi a pour but d'introduire notre discussion, bien qu'on est dans une espèce de course effrénée à la réduction des cycles. Vous êtes, pour certains d'entre vous, familiers de cette fameuse boucle ODA, observation, orientation, décision, action. On a toujours su que le raccourcissement de cette boucle était une des conditions de la prévalence militaire et que l'affrontement finalement des acteurs militaires sur le terrain était conditionné par l'efficacité de cette boucle avec les évolutions technologiques, la numérisation notamment, l'accélération des communications, le temps réel, la latence réduite. On se rend bien compte que tous les efforts sont tendus vers la réduction au maximum de ces boucles qui pourrait se traduire par une hyper-automatisation des conflits, si on poussait ça jusqu'à l'absurde d'une certaine manière. Avec, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup donc d'accélération, globalement. Et donc, c'est une question qui se pose aujourd'hui. Finalement, comment se fait cette dialectique? Où en est-on de tous ces progrès technologiques et de leurs effets sur l'art de la guerre? Voilà. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir trois
trois spécialistes qui sont au cœur de ces questionnements-là et des efforts qui sont en cours. D'abord, avec Xavier Mesnet, qui sera notre premier. Il y aura trois présentations introductives un peu à nos débats, puis ensuite nous aurons une conversation et vous pourrez vous y mêler, bien sûr. Xavier Mesnet, qui est donc chez Thales, directeur du programme naval, en fait, et du segment naval chez Thales. Il a été directeur de la stratégie navale chez Thales Defense Missile System et Thales Defense Mission System. Et donc a une grande expérience sur les questions navales et donc voilà, nous donnera un petit peu sa vision des choses. Et puis nous aurons ensuite Unique Thomas, qui est gestionnaire de programme pour les activités C2 consacrées à la défense contre les missiles balistiques chez Ariane Group, et qui aura aussi voilà, l'opportunité de nous donner son approche, sa vision aussi. Là, on est évidemment dans des questions d'affrontement de nature stratégique, y compris. Puis enfin, Laurent Duport, qui, chez MBDA, est directeur business stratégie en charge du portefeuille produits missiles et systèmes. Voilà, et il a occupé des postes à responsabilité en ingénierie logicielle et système dans le domaine des missiles. Et donc, on a trois spécialistes ici qui, dans un premier temps, voilà, vont vous communiquer leur approche de cette question, qui n'est pas une question facile dans nos contextes. Et donc, je vais sans plus attendre d'abord passer la parole à Xavier Mesnet pour voilà, une première approche. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Alors, c'était une question assez difficile. Je vous ai mis quelques images, comme ça, si mon discours est un peu embêtant, vous pouvez les regarder, ça égayera un peu. Sur ces affaires d'armes offensives et défensives, la première chose que je dirais, c'est que on parle de système d'armes. Le système d'armes, c'est vraiment la détection ou l'explosion de la munition avec sa direction et tous les autodirecteurs qui sont au dernier moment dessus, jusqu'à la détection initiale. Et c'est un tout qui est complètement cohérent dans un système d'armes et qu'il faut considérer parce que c'est vraiment sa performance. Donc j'étendrai un peu la notion d'armes à système d'armes parce que c'est important. Et puis en particulier parce que Thales, on travaille plutôt sur quelques bouts de cette chaîne et pas sur tout. J'ai mes camarades qui sont là, qui s'exprimeront. Le deuxième chose, il y a un deuxième élément, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit avec des points de vue différents ici, il y a vraiment quelque chose à considérer qui est la cohérence entre ce qui permet de détecter la menace et ce qui permet de la traiter. Si on a des radars qui détectent à 500-600 km, mais qu'on a des armes qui ne permettent pas d'aller jusque-là, quel est l'intérêt? Donc il y a une cohérence dans cette chaîne qui est très importante à avoir. Je fais toujours des simplifications, alors ça en général dans l'auditoire, les gens haussent les épaules en trouvant que c'est un peu simple. Mais ça permet d'expliquer les choses. Je dirais que dans la partie défense, armes défensives et systèmes d'armes défensives, en général, on considère deux choses, l'autoprotection, qui est souvent assez proche, et puis sur lequel je dirais que pendant toute la période dividende de la paix, on n'a probablement pas assez travaillé dessus, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et puis ensuite, on a vu une période où il y avait de la défense, ce qu'on appelle par exemple les défenses de zone, et sur lesquelles on a beaucoup avancé les dernières années, en particulier avec toutes les grandes frégates de défense aérienne, qui permettent de défendre des zones entières. Voilà. Et là, donc on arrive à souvent une limite entre l'offensive et la défensive. Et je dirais que ce qui a changé, alors le conflit ukrainien, il est intéressant parce que même si c'est deux marines de taille complètement différente qui se sont affrontées par moments, il y a eu plein d'enseignements. Il y a eu le retour des missiles anti-navires. On a vu avec l'attaque du Moskva, alors on peut en parler, d'accord. Enfin, les Russes étaient certainement très mal préparés vis-à-vis de cette menace-là. D'accord, probablement une des raisons pour lesquelles le missile a réussi à les toucher.
Mais on a vu ce retour des missiles antinavires qui avait été un peu abandonné et qu'il faut savoir que c'est un des missiles et une des menaces les plus compliquées à traiter parce que c'est très près de l'eau. Les missiles émettent au dernier moment dans des fenêtres très courtes. Ensuite, sont extrêmement agiles. Et donc, lutter contre ces missiles-là est une des choses les plus difficiles pour les navires. Deuxièmement, on a vu des missiles hypersoniques. Alors, des missiles hypersoniques très particuliers, tirés d'avions sur des cibles fixes. Donc, ça ne couvre pas l'ensemble de ce qui existe en matière de missiles hypersoniques. Et ça a commencé à introduire ces fameux missiles qui, normalement, sont classés dans des missiles qui ont plus de Mach 5. Voilà. Donc, qui posent des problèmes de détection et qui posent des problèmes de traitement parce que ça va très vite et souvent, ils viennent d'assez loin. Les autres changements, on a vu réapparaître les mines. Il y a des mines partout, du côté de la Roumanie, dans le Danube, parce que ça a été miné, dans le port d'Odessa, aux alentours, aussi bien par les Ukrainiens que par les Russes. Et donc cette menace sur laquelle la marine française en particulier a toujours investi, parce qu'elle a toujours une très grande compétence là-dedans, et pour lequel elle s'est engagée dans un programme pour lequel nous, Thales, par exemple, on a livré deux exemplaires de systèmes dronisés de défense contre les mines, est intéressante parce que c'est une menace difficile, un peu diffuse, très compliquée souvent à détecter, en particulier quand c'est des mines flottantes. Voilà, donc c'est réapparu dans ce conflit également. Et le dernier point, évidemment, vous l'avez vu, toutes les affaires de drones, que ce soit des drones aériens qui ont attaqué des bases, des loins, que ce soit des drones de surface qui ont attaqué des ports, ou que ce soit des drones sous-marins, puisqu'on en a vu quelques-uns dans ce conflit. Donc très intéressant, parce qu'une palette d'armes, dont pas mal de nouvelles, ou d'armes dont on n'entendait plus parler. Et alors, est-ce qu'on investit ou pas? Donc j'ai dit sur la défense, on va peut-être regarder sur comment est-ce qu'on lutte contre ça. Je dirais contre les UAV, les drones aériens, ça va très vite actuellement, puisqu'on investit beaucoup sur ce domaine-là, et un peu dans tous les domaines. Donc chez Thales, nous on travaille sur tout ce qui est brouillage de fréquences, communication, mais on sait que les drones se protègent assez bien contre ça. On travaille sur tout ce qui est armes à énergie dirigée, donc qui attaquent les cartes électroniques, en fait, que ce soit de navigation, de détection à l'intérieur des drones. Armes à énergie dirigée électromagnétique. On a les lasers qui apportent un point chaud en général pour perturber l'adversaire. Et puis, on a développé aussi avec Nexter les canons rapid fire qui sont à très grande cadence et qui permettent de traiter en particulier les essaims de drones. Donc là, on a un peu d'intelligence artificielle, parce que comment est-ce qu'on fait pour traiter des essaims de drones? C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'objets, il faut savoir si on les a touchés, il faut aller sur le suivant, il faut diriger les canons dessus. Donc je dirais dans le domaine autodéfense rapprochée, oui, on a beaucoup investi dessus, sur cette partie anti-aérienne. Dans la partie missiles dont on parlait, en particulier les missiles anti-navires, on a fait des efforts très importants sur la guerre électronique. Alors, je cite des exemples de Thales, parce que je suis chez Thales, hein, donc je pense que pour vous, c'est intéressant d'avoir des cas concrets. Je ne suis pas ici pour vendre du matériel, mais pour montrer ce qu'on fait réellement avec des illustrations d'exemples. Dans la partie anti-navire, ce qu'on a de très intéressant, par exemple chez Thales, on a fait notre première révolution numérique complète sur ces systèmes de guerre électronique. Alors, c'est intéressant parce que la guerre électronique, c'est des téraoctets de données qui arrivent. Donc c'est un des systèmes, parce qu'il est sur un très très large spectre fréquentiel, qui produit énormément de données. Et donc on a été obligé de travailler différemment pour traiter ces dossiers, ces données, sachant qu'on part de 10 puissance 12, et puis à la fin on a toujours un homme de l'autre côté qui peut traiter 10 données, je dirais, c'est plutôt dans l'ordre d'idée 10 données à la seconde. Voilà, donc on a changé nos méthodes d'ingénierie pour faire ça. Et on a apporté des aides décisionnelles, c'est là qu'on parle d'IA, des aides décisionnelles pour que les opérateurs arrivent
à traiter ces données et qu'on les amène des données beaucoup plus, je dirais, élaborées avec une valeur ajoutée qui leur permet de prendre des décisions. Voilà, donc ça arrive sur les fameuses frégates de défense intermédiaires qui vont sortir dans les années qui viennent. Voilà, système de guerre électronique complètement nouveau qui permet de réagir notamment à ces missiles. Et je dirais qu'on a fait un essai l'année dernière de ces nouveaux systèmes de guerre électronique sur le porte-avions qui nous a valu d'être récompensé par la marine pour le Grand Prix Perseus d'innovation parce que on a montré qu'on était capable avec des algorithmes très nouveaux de détecter tout un tas de choses qu'on n'arrivait pas à faire et notamment de relier des pistes dans des radars qui sont des radars extrêmement agiles en fréquence, donc qui sont difficiles à classifier, à caractériser et à suivre, parce qu'on pourrait avoir l'impression que ce sont des radars différents. Voilà, donc guerre électronique. Dans les armes à hypervéloce, je dirais, mais je donne mon avis, je pense qu'on ne travaille pas encore assez dessus. On a commencé quelques travaux, nous, dans la partie espace et dans la partie terrestre, avec des grands radars. Voilà. Comment est-ce qu'on considère ça dans des forces navales? Aujourd'hui, c'est pas encore complètement clair. Et je pense que MBDA aura son avis là-dessus. Voilà. Et dans les mines, j'en ai parlé. Ce que je peux dire sur le système Mine Warfare qu'on est en train de fournir aux marines anglaises et françaises, c'est vraiment une révolution parce que ça éloigne les bateaux de la zone des mines, donc ils travaillent complètement indépendamment. C'est des systèmes totalement dronisés et vraiment des systèmes de systèmes parce que ça gère une vingtaine de drones de surface, plus des drones aériens et des drones sous-marins. Donc on a vraiment les trois composantes. Donc c'est très intéressant parce que le drone sous-marin, on en a parlé hier suffisamment, ça doit être très autonome. Le drone de surface, il a moins besoin de l'être. Et le drone aérien, il faut le contrôler parce qu'il avance rapidement dans des zones, donc pouvoir le réorienter. C'est révolutionnaire dans la manière de gérer des systèmes de drones, dans le transfert de data qui sont traités à terre parce qu'on ne les traite pas sur les bateaux, qui vont gagner en autonomie, mais là, il y a un certain nombre de phases qui vont arriver dans les années qui viennent pour les rendre de plus en plus autonomes. On gagne beaucoup en vitesse pour nettoyer des zones, donc ce qui est important pour des critères opérationnels. Et on gagne énormément en précision et en mapping du fond et la manière dont on voit ce qu'il y a sur le fond. Donc c'est important parce qu'il y avait une grande conférence hier sur la partie détection des grands fonds marins et tout ce qui était protection des infrastructures. Voilà, la capacité qu'on a de regarder ce qu'il y a sous l'eau de manière très précise est très précieuse dans ces domaines-là. Voilà, donc je dirais, on a beaucoup investi effectivement dans cette partie défensive armes, soft kill ou hard kill. Et c'est important parce que ça donne pour les marines la liberté d'action dans des zones, la capacité de se rapprocher près des côtes, la capacité de travailler dans les golfs arabo-persiques, dans les mers rouges, dans des mers qui sont finalement très, très fermées et un peu des mares à canards, parce que les réactions doivent être très rapides sur des toutes petites zones comme ça. On n'est pas forcément dans la haute mer. Voilà, partie armes offensives. Je dirais qu'on a continué à investir, et c'est là que peut-être je prendrais des raccourcis, peut-être plus dans la partie précision et effet sur des armes qui sont assez longue portée. Si je prends par exemple les torpilles, sur lesquelles on travaille sur la partie autodirecteur, on a des torpilles qui sont arrivées sur le Suffren, là les nouveaux SNA, qui sont des torpilles qui peuvent aller pratiquement 1 heure sous l'eau. Donc on peut les rediriger, elles peuvent identifier des cibles, elles peuvent naviguer à l'intérieur d'espaces sous-marins. Donc l'approche est complètement différente par rapport aux torpilles d'ancienne génération. Et donc ce qui a changé vraiment dans ces armes, c'est probablement l'environnement dans lequel elles évoluent. Elles évoluent dans des environnements, on a parlé Xavier a parlé d'haute intensité tout à l'heure, elles évoluent dans des environnements complexes. Alors, pour la partie électromagnétique, parce que le spectre, il est très chargé actuellement,
On voit qu'entre les radars et les communications, il commence à y avoir de plus en plus de recouvrement sur les spectres. On a des radars qui émettent de manière extrêmement agile et qui émettent un peu tout le temps quand ils veulent, ce qui pour la guerre électronique peut le gêner parce que souvent c'est sur les mêmes porteurs. Donc on regarde tout un tas d'essais avec des drones qui permettraient d'éloigner la guerre électronique des émetteurs, donc les récepteurs de signaux électromagnétiques. Voilà. Donc on travaille pas mal là-dessus. Et c'est vraiment cet environnement qui a changé. En plus de cette bande électromagnétique surchargée, on a également la cyber qui est arrivée et qui gêne, ainsi que tout ce qui est brouillage qui se développe un peu partout dans ce spectre-là. Donc la conséquence, c'est qu'il faut obtenir des informations, il faut arriver à fournir des informations fiables. Et vous voyez toute la désinformation qui est actuellement sur les réseaux, sur le réseau de communication et dans la presse. Ben, on a le même problème sur les systèmes de combat. Voilà. Donc il faut fournir des informations fiables, il faut fournir des informations de plus en plus rapidement, parce que celui qui travaille vite a plus vite l'information et décide plus vite. Et puis ensuite, il faut trouver les bonnes sources. Et les bonnes sources, je dirais qu'avant, tout était centralisé sur un bateau, mais quand vous avez une force navale qui travaille entre elles, qui travaille à plusieurs bateaux avec beaucoup de capteurs différents, eh bien, c'est intéressant d'aller regarder quel est le capteur qui peut donner la meilleure information au meilleur moment. Et on parlait de missiles hypersoniques tout à l'heure. Ben, dans les différentes phases d'envol d'un missile, ce ne sont pas les mêmes senseurs qui détectent. Il peut y avoir de l'infrarouge, il peut y avoir du radar, il peut y avoir... Voilà. Donc il faut faire coopérer tous ces capteurs. Et c'est là qu'on arrive à ce dont on a parlé hier dans cette même salle, qui était toute la capacité à avoir de la collaboration. Et quand on parle de collaboration, ça peut être aller chercher des informations sur un senseur et puis ensuite la mélanger avec des informations d'un autre senseur pour avoir soit de la détection continue, soit de la détection et de la classification au-dessus, de manière à pouvoir amener au système d'armes d'ailleurs après les bonnes informations et les bonnes différenciations et les bonnes décisions. Et là, nous par exemple, nous travaillons sur la partie SCAF, donc Next Generation Fighter. En particulier à Issy-les-Moulineaux, on a développé dans la partie cloud de combat tout ce qui est travail collaboratif au sein d'une force aérienne. On l'a appliqué également au milieu mer et on l'a appliqué au milieu terrestre avec tout ce qui était Scorpion et Titan, là, qui sont les combattants connectés. Voilà. Et dans la partie, on montre aux états-majors, sur ces grandes plateformes, comment acquérir momentanément une supériorité en allant chercher les bonnes informations pour une action qu'on veut accomplir. Donc on n'est pas, je dirais qu'on est moins dans la supériorité complète qu'on avait que les marines avaient sur les théâtres d'opération il y a une dizaine d'années. On est plus sur acquérir une supériorité très locale pour une action très locale à un moment donné. Et ça veut dire qu'on travaille sur les données de bout en bout. Voilà, donc ça c'est très nouveau. Et pour terminer, je dirais que entre les armes offensives et les armes défensives des adversaires, la frontière, elle n'est pas toujours très claire. Et en particulier, quand on voit par exemple les loitering munitions qu'on voit, entre le moment où elle est menaçante et où elle n'est pas menaçante, nos clients nous disent comment est-ce qu'on fait. Parce que si la munition traîne, elle n'est pas forcément encore très offensive, mais ensuite elle se rapproche. Et donc, il y a cette différence qui est pas évident à faire. Je dirais que par rapport à ce qu'on voyait avant, on cherchait un missile qui arrivait à Mach 2 sur des bateaux. Il n'y a pas beaucoup de choses qui volent à Mach 2, donc je veux dire, la détection, une fois qu'on l'a faite, la classification est assez rapide. Aujourd'hui, détection, classification, décision, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc je dirais que pour terminer, dans ces chaînes de détection de systèmes d'armes, on est confronté à la fois à détecter plus près, parce que les drones, on les détecte très, 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 très proches souvent, détecter plus loin, les armes hypersoniques, donc on a augmenté la surface sur laquelle on devait détecter, on doit détecter très petit, très furtif,
On doit détecter des choses à la fois très rapides et très lentes, et on doit détecter à la fois très haut et jusqu'au fond des mers. Voilà, donc le domaine s'étend, ce qui ne simplifie pas. Voilà, et donc il y a des choix à faire sur les technologies qu'on développe et sur la manière dont on le fait. Voilà, donc je dirais offensif, on travaille dessus. Défensif, beaucoup, mais il y a certains secteurs qui ont été de temps en temps un peu abandonnés et sur lesquels on estime qu'il faut remettre un peu de recherche dessus. Merci beaucoup Xavier pour ce point. En fait, finalement, mais ça a toujours été, pour bien travailler sur le défensif, il faut travailler sur l'offensif. De toute façon, ça c'est... Et puis aussi, je note, mais on y reviendra parce que je pense que ça va être un des centres de gravité de notre discussion, c'est l'importance de l'information et de sa nature et de comment on la traite, etc. Et je pense que c'est revenu dans beaucoup des exemples que tu as pris. Yannick Thomas, je te passe la parole. Alors là, voilà, sur une perspective aussi qui va mettre en avant les nouvelles technologies aussi hypersoniques, par exemple. Et voilà, mais je te passe la parole. Voilà, donc Hervé parlait du plus haut jusqu'au plus profond. Moi, je vais faire un focus un peu plus sur ce qui est balistique, donc ce qui sort un peu de l'atmosphère et puis de l'aérien. Donc effectivement, Xavier, comme tu l'as évoqué dans ton introduction, la guerre en Ukraine a fondamentalement changé notre perception de la défense de nos territoires. Alors d'une part, parce que la guerre, désormais, elle est à nos portes. Et puis d'autre part, parce que nous avons vu apparaître de nouvelles armes. Alors ces armes qui nous obligent à repenser nos stratégies de défense. Donc cette problématique a été abordée au niveau politique. Donc lors de la conférence aérienne de l'Europe, le président Macron a évoqué, donc c'était au mois de juin dernier lors du salon du Bourget, donc le président Macron se posait lui-même la question de l'équilibre entre l'offensif et le défensif. Alors, côté industriel, ça nous a amené aussi à nous interroger et à repenser fondamentalement notre approche pour répondre à la fois aux enjeux technologiques, mais aussi financiers. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard. Les enjeux financiers sont quand même très importants face à ces nouveaux types de menaces. Donc, ma présentation, je vais l'articuler en 4 parties. D'abord, un rappel un peu sur les menaces d'hier et d'aujourd'hui. Parce que s'il y a des menaces, elles sont toujours là, et il va falloir toujours continuer à les combattre et voir donc les moyens de défense qui sont mis en œuvre pour les contrer. Ensuite, je ferai un focus sur les nouvelles menaces, celles que l'on a vues apparaître un peu avec l'Ukraine. Oui, c'est après. Donc, les menaces hypersoniques et l'impact que ça a sur les défenses, puisqu'il y a un changement à opérer justement au niveau de nos défenses. Après, j'essaierai de montrer comment l'équilibre entre offensif et défensif peut répondre à ces nouvelles contraintes, ces contraintes de défense contre ces nouvelles menaces. Et enfin, je dresserai un panorama de certaines solutions offensives que l'on essaye de mettre en œuvre et qui nous permettront de répondre à ce besoin d'équilibre. Suivant, ça n'a pas l'air de passer. Nadia, merci. Donc tout d'abord, les menaces d'hier et d'aujourd'hui. Donc celles qui menacent notre territoire, alors que je disais, tout ce qui est menaces balistiques, menaces aériennes. Donc la défense de territoire et la création de ce qu'on appelle la bulle A2AD, Anti-Access Area Denial. Donc pour se défendre contre des menaces balistiques et aériennes, c'est un défi complexe et qui nécessite une combinaison de moyens et de stratégies. Alors, vous entendrez souvent parler justement de l'IAMD, ce qu'on appelle l'Integrated Air and Missile Defense, qui a pour vocation justement de défendre toute la partie théâtre et la défense contre les systèmes aériens et la défense contre des missiles balistiques. Alors, la bataille balistique, qu'est-ce qu'elle concerne? Elle concerne l'ensemble des missiles balistiques qui sont de courte ou moyenne portée. Alors, ces missiles, ils peuvent être plus ou moins complexes, à plusieurs étages, avec différents types de propulsion. Ils peuvent être équipés de leurres pour essayer de masquer les têtes pour justement leurrer les systèmes défensifs. Et ces systèmes défensifs, c'est de ce dont parlait un peu tout à l'heure Hervé, sont des systèmes complexes
qui intègre tout un tas de capacités. Alors, dans ces capacités, on va trouver des systèmes satellitaires qui vont permettre de faire de la détection au plus tôt. Donc, ce sont des systèmes satellitaires équipés de capteurs infrarouges et qui vont permettre d'identifier l'agresseur et de définir au plus tôt la zone d'impact d'un missile. Dans ce système complexe, on va aussi trouver des radars. Alors, ces radars vont permettre d'affiner la trajectoire du missile et derrière de faire un passage de main à des moyens d'interception. Alors, ces moyens d'interception, ça va être des missiles intercepteurs assez semblables aux missiles menaçants et donc qui vont essayer d'aller à des très fortes vitesses, les impacter pour les détruire. Alors, à ces systèmes, on peut rajouter des systèmes terminaux, ce qu'on appelle systèmes terminaux, qui sont semblables à ceux que l'on va trouver pour défendre des zones, défendre des bulles à 2AD, qui vont pouvoir intercepter le missile dans sa phase finale, mais aux vitesses de ces missiles-là, on a très peu de temps pour les intercepter. Et à côté de la bataille balistique, on a la défense aérienne, la défense de zone, donc, qui est faite par ces fameux systèmes terminaux et qui sont destinés à intercepter des missiles de très courte portée. Ça peut être des missiles balistiques de très courte portée ou des missiles de croisière. Alors bon, il est essentiel de noter que la création de ces bulles de défense, c'est un défi continu. Les adversaires font évoluer en permanence leurs moyens offensifs. Et donc, il faut faire évoluer aussi en permanence les moyens pour se défendre. Et donc, les stratégies et les moyens de défense doivent évoluer pour faire face à ces menaces qui sont en constante évolution. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, depuis quelques années, on a vu apparaître de nouvelles menaces, une nouvelle catégorie de missiles, alors qui ont des caractéristiques particulières, que sont les missiles hypersoniques. Hervé l'a légèrement abordé tout à l'heure. Alors, pour faire un rappel, qu'est-ce que c'est qu'un missile hypersonique? Un missile hypersonique, c'est un missile qui atteint des vitesses qui sont supérieures à Mach 5. Alors, pour ceux qui ne sont pas du domaine aérien, Mach 5, c'est 1,7 km par seconde. Donc, des missiles très, très rapides et qui, en plus, ont une forte capacité de manœuvre. Donc, ce que vous voyez là sur la petite vignette qui est en haut à droite, c'est typiquement la comparaison d'un missile balistique avec un missile hypersonique. La trajectoire blanche étant le missile balistique. Alors, le missile hypersonique va avoir une trajectoire comparable au démarrage. Puis, une fois qu'il va être largué, là où on savait à peu près où allait retomber le missile balistique, maintenant, la zone de retombée du missile hypersonique, c'est ce que l'on appelle l'espèce de nénuphar violet là, que vous avez à l'écran. Et vous voyez que la zone n'a plus rien à voir avec la zone d'impact d'un missile balistique. Donc, pour faire face à ces nouvelles menaces, alors, j'y reviendrai après sur comment y faire face. Donc, ça, c'est un type de missile balistique. Dans cette catégorie-là, on va avoir plusieurs types de missiles hypersoniques. On va trouver les missiles balistiques à ogive manœuvrante. Donc là, c'est la même chose que ce qu'on avait pour un missile balistique, mais sur sa phase terminale, il va être capable d'effectuer des manœuvres, donc rendant plus difficile son interception terminale. On va aussi avoir les missiles de croisière hypersoniques. Alors, si vous regardez un peu dans la littérature, ce qu'on appelle les HCM, les Hypersonic Cruise Missiles. Donc là où on avait aujourd'hui des missiles de croisière qui allaient, je dirais, à la vitesse d'un avion, on va avoir aussi maintenant des missiles hypersoniques équipés de superstato-réacteurs et qui vont atteindre des vitesses supérieures donc, à Mach 5. Et la dernière catégorie de type de missiles hypersoniques, on va trouver les planeurs. Alors qu'on retrouvera pareil dans la littérature, dans la catégorie des HGV, Hypersonic Glide Vehicle. Donc là, ce sont des systèmes qui sont emportés par un missile balistique. Et une fois qu'il arrive dans sa phase exo-atmosphérique, il est largué. Sauf qu'au moment de sa rentrée, au lieu de descendre directement à son but, il va être capable d'effectuer des rebonds et des manœuvres qui sont représentées dans le nénuphar que vous avez à l'écran. Donc,
ces menaces, on les voyait apparaître déjà depuis un petit moment, hein. Les États-Unis font des essais. On les voyait dans des défilés chinois défiler lors des grands défilés en Chine. La Corée du Nord a fait un essai aussi de missiles hypersoniques. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, c'était des essais. Sauf que là, avec la guerre en Ukraine, on a vu les premiers tirs opérationnels de missiles hypersoniques, donc lancés depuis des avions. Donc, si vous avez entendu parler des missiles Kinzhal, typiquement, c'est ceux-là qui ont été tirés en Ukraine. Donc, ces menaces que l'on considérait comme les menaces de demain sont devenues les menaces d'aujourd'hui et des années à venir. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi ces missiles posent problème? Donc, si on les compare à de la défense balistique classique, on va toujours avoir une détection satellitaire. Donc, nos capteurs infrarouges sur des satellites seront toujours en mesure de détecter un départ de missiles. Sauf que, par exemple, dans l'exemple du planeur, une fois que la propulsion va s'arrêter, on va plus savoir où il va aller, puisque le missile va être capable de manœuvrer et donc changer son point d'impact par des manœuvres durant son vol. Et par ailleurs, donc, les missiles hypersoniques volent à des altitudes qui ne permettent pas une interception ni par un intercepteur exo-atmosphérique, ni par un intercepteur endo-atmosphérique. Ce sont des missiles qui volent à des altitudes comprises entre 30 et 50 km d'altitude. Donc aujourd'hui, un intercepteur de missiles balistiques, il est capable d'intercepter dans la phase exo, c'est-à-dire au-dessus 100 km d'altitude, et les missiles de défense aérienne tels qu'ils existent aujourd'hui atteignent des altitudes aux environs de 20 km. Donc ces missiles hypersoniques sont des exemples remarquables d'armes offensives avancées, avec des vitesses exceptionnelles, une capacité de manœuvre qui rendent extrêmement difficile l'interception. Et donc les temps de réaction pour intercepter ces types de missiles sont fortement réduits. La planche suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, on ne va pas être totalement défaitiste, parce qu'il y a quand même des solutions qui existent de défense. On a des moyens qui sont déjà déployés, même s'ils ne sont pas forcément faits contre ces nouvelles menaces. Et il y a des nouvelles initiatives qui sont en cours pour aller contrer ce type de menaces. Alors, tout d'abord, l'Europe aujourd'hui, elle est protégée par le bouclier de l'OTAN, que l'on appelle l'architecture EPA, déployée par les États-Unis en Europe. Donc, ils sont constitués de moyens satellitaires pour détecter les départs de missiles, de moyens radars pour faire le suivi, le pistage de ces missiles, et de moyens d'interception donc, qui sont déployés en Europe, aujourd'hui en Roumanie et en Pologne, plus des frégates que l'on peut positionner un peu partout en Méditerranée, en mer Baltique ou dans l'Atlantique, pour justement venir intercepter des menaces plutôt de type balistique. Aujourd'hui, le retour que l'on en a sur des menaces hypersoniques, on n'a pas de cas, et compte tenu de l'altitude d'interception de ces missiles-là, ça sera très difficile pour eux d'aller intercepter des menaces hypersoniques. Mais on n'en reste pas là pour autant. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises au niveau de l'Europe. Il y a une initiative qui s'appelle Twister, et dans laquelle il y a deux parties dans ce programme-là. Une première partie d'alerte avancée, d'alerte spatiale, où on est en train d'essayer de construire un projet de constellation ou de plusieurs satellites qui permettrait d'aller détecter justement des départs de missiles au plus tôt pour essayer de les intercepter. Et d'autre part, il y a un autre projet de développement d'un intercepteur qui serait capable d'aller intercepter un missile hypersonique, donc cette fois-ci dans les couches hautes de l'atmosphère. Donc il y a deux programmes aujourd'hui qui existent, enfin deux études qui existent au niveau européen, dont l'une qui est menée donc, par nos collègues d'MBDA et auquel on participe, justement d'un intercepteur qui pourrait aller contrer des menaces hypersoniques. Puis bon, de manière aussi plus ou moins coordonnée en Europe, il y a l'Allemagne qui, suite au lancement des missiles Kinzhal en Ukraine, a pris l'initiative de construire une défense européenne.
donc le SSI ou European Sky Shield. Alors, l'Allemagne a rallié 18 pays à sa coupe. Donc, vous avez la carte des pays qui l'ont rallié. Et l'Allemagne vise à déployer un système qui repose sur une défense multicouche, basée sur des systèmes que eux développent aujourd'hui, type Iris-T, ou des systèmes achetés aux Américains du système Patriot, qui, lui, a intercepté des missiles Kinzhal en Ukraine. Et il se doterait aussi d'une couche supérieure basée sur des missiles exo-atmosphériques Arrow 3 fabriqués par Israël. Voilà. Donc, l'Allemagne a fait le constat qu'aujourd'hui, on n'avait pas de moyens en Europe à notre disposition et donc a fait le choix aujourd'hui d'aller acheter en dehors de l'Europe. Donc, voilà pour les initiatives en cours en Europe. Donc, diapo suivante. Mais quand on parle défense, on se rend compte quand même qu'il y a des limites. Le défensif est indispensable et le sera toujours, mais il faut faire le constat aujourd'hui qu'on a des limites au tout défensif. Par rapport à ces limites, en effet, on constate que le système offensif, il a un gros avantage. C'est que pour celui qui le tire, on sait où, quand et comment on va tirer. Toutes les équations du système sont connues par le domaine offensif, ce qui n'est pas le cas du système défensif qui, lui, doit s'adapter justement à la menace. Il doit s'adapter en permanence au mouvement justement de ces systèmes offensifs. Et de ce que l'on en a vu, on estime que pour un intercepteur de missiles hypersoniques, aujourd'hui, il faut que cet intercepteur il ait des capacités de manœuvre qui soient 3 fois supérieures à celles de la menace. Donc, pour arriver à de tels niveaux de performance, le défensif coûte finalement beaucoup plus cher. Il faut investir beaucoup plus dans du défensif pour s'assurer d'une étanchéité qui, à terme, n'est même pas forcément totale. Alors, si on ajoute en plus à ça des stratégies de saturation, c'est-à-dire que l'offensif tire un certain nombre de missiles pour saturer les défenses, on arrive très vite à un épuisement des défenses. Donc, si on compare les forces en présence, on peut estimer que l'offensif fait peser le poids de l'équilibre sur l'autre. C'est le défensif qui a tout le poids justement de sa défense. Alors, là, je vous ai mis 2 exemples sur la planche, puisqu'on a des exemples assez récents qui permettent de se convaincre justement que le défensif a ses limites. Le premier, c'est en Ukraine. Je parlais tout à l'heure donc des patriotes qui ont été utilisés pour intercepter des missiles Kinzhal, des missiles hypersoniques. Alors, grosse satisfaction. Hein. A priori, ces missiles ont permis d'intercepter des missiles Kinzhal. Mais vous avez la petite image d'un missile qui est dans l'herbe. En fait, on en a trouvé tout plein dans les parcs à Kiev, des missiles comme ça, non explosés, non détruits. Parce que on considère que, compte tenu du rapport de force, aujourd'hui, il faut tirer en moyenne 20 intercepteurs pour détruire un missile hypersonique de type Kinzhal. Alors ça, c'est retour d'expérience, je dirais plutôt occidental. Si on écoute et qu'on regarde un peu la presse soviétique, eux, ils annoncent qu'il faut 30 patriotes pour détruire un de leurs missiles Kinzhal. Donc, on y arrive, mais il faut mettre les moyens en face. Alors, quand on sait en plus que financièrement, le prix d'un missile Kinzhal aujourd'hui serait entre 1 et 2 millions et que celui d'un Patriot est entre 3 et 4 millions, je vous laisse faire le calcul si vous envoyez 20 à 30 missiles qui coûtent déjà 2 fois plus cher que le missile offensif. Alors, de la même manière, un deuxième exemple que je vous ai mis, c'est un article qui est paru le 23 mai dernier dans la presse chinoise, alors qui a semé un peu le trouble dans les états-majors. C'est un article qui concerne les ASBM. Alors ASBM pour Anti-Ship Ballistic Missile, qui a été vulgarisé sous le terme les tueurs de porte-avions. Ce sont des missiles donc, de type hypersonique avec une forte capacité de manœuvrer en phase terminale et d'avoir une précision suffisante pour aller taper directement un porte-avions. Et donc cet article chinois, il relate des simulations qui ont été effectuées par la North University of China,
qui montre qu'avec 24 missiles hypersoniques, l'armée chinoise est capable de détruire à coup sûr. Donc, ils ont fait tourner les algorithmes une vingtaine de fois et ils y sont arrivés à chaque fois. Et donc, ils détruisent à coup sûr un groupe aéronaval. Donc, ils ont fait les essais sur un des porte-avions qui est en mer de Chine, l'USS Gerald Ford. Et systématiquement, ils détruisaient au moins 5 des 6 bâtiments du groupe aéronaval. Le 6e n'étant pas le porte-avions. Hein. Quand il en restait un, ce n'était pas le porte-avions. Le porte-avions était systématiquement détruit. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si on fait ce constat des limites, on peut se rendre compte que moins cher que du défensif, finalement, il faut regarder du côté du contre-offensif ciblé et regarder justement comment l'offensif peut répondre à ces limites au niveau du défensif. D'accord. Bon, on va essayer d'accélérer. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, au niveau de l'offensif, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la France. En mettant en avant la dissuasion, la France s'est positionnée depuis bien longtemps dans une position offensive. Donc, cette dissuasion, elle repose sur des moyens qui sont performants. Hein. On a le M51, donc développé par Ariane Group, qui est lancé donc, depuis les SNLE, les sous-marins français, les sous-marins lanceurs d'engins. Et on a bien vu justement au moment de la déclenchement de la guerre d'Ukraine, avec la mise à l'eau, la mise à la mer de 3 des SNLE, la France a su tenir une position, une posture vis-à-vis des intentions belliqueuses de la Russie. Et l'autre élément de la dissuasion nucléaire française, des éléments de la dissuasion, c'est la dissuasion aéroportée avec la SMPA, donc développée par MBDA, et le futur ASN4G, toujours développé par MBDA et auquel participe Ariane Group. Donc, planche suivante. Pour vous dire qu'il y a aussi des initiatives côté français sur l'hypersonique. Donc, en juin dernier, la France est rentrée dans le cercle fermé des nations qui se dotent de capacités de frappe dans la profondeur basées sur des missiles hypersoniques. Donc, fin juin, donc la DGA a lancé un planeur hypersonique. Donc, ça a alimenté pas mal de fantasmes sur les réseaux sociaux, sur Twitter et autres. Il y avait des jolies photos avec des spaghettis dans le ciel. C'était pas un missile qui s'était perdu ou quoi que ce soit au-dessus Biscarrosse. C'était le premier démonstrateur de missiles hypersoniques, donc développé par Ariane Group et qui a réalisé pleinement sa mission et qui va donner lieu donc à de nouveaux essais, à de nouveaux démonstrateurs, avant d'aller vers, on l'espère, une capacité opérationnelle pour la France. Donc voilà, des moyens offensifs efficaces pour aller taper dans la profondeur. Et côté Ariane Group, on met aussi des moyens, d'autres moyens offensifs au service des opérations. On a développé un réseau de capteurs Helix. Alors là, on n'est pas dans l'offensive, on est dans des moyens qui permettent de cataloguer l'ensemble des satellites spatiaux. Alors pourquoi cataloguer ? Parce que avant toute attaque, le pays qui attaque a besoin de savoir quelle est la situation au sol et donc utilise des moyens d'observation. Et ce sont des moyens qui peuvent servir aussi à rediriger des moyens offensifs au besoin pendant le vol d'un missile hypersonique, par exemple. Et donc, on a besoin de savoir où sont les satellites adverses. Et derrière, on a développé un moyen qui, cette fois-ci, est plus offensif, qui est un moyen laser, qui permet d'aller aveugler les satellites d'observation, ce qui permet de faire à la fois du déni de renseignements sur les moyens spatiaux ennemis, mais aussi de faire du déni de ciblage, puisque ces moyens servent aussi à définir les cibles pour les moyens offensifs. Voilà, donc 2 moyens qui sont mis en œuvre à la fois dans la frappe de la profondeur et les moyens laser. Donc voilà, donc je vais conclure là-dessus. Donc la création de bulles de défense, c'est un défi continu. On voit bien que les moyens offensifs évoluent en permanence, donc il faut faire évoluer les moyens défensifs, mais ce n'est pas suffisant. Alors on a déjà la dissuasion qui est un moyen offensif qui permet justement de défendre les intérêts vitaux du pays et de faire peser le doute sur les épaules de l'agresseur.
Mais maintenant, on voit que la défense, elle repose sur un subtil équilibre entre le défensif et l'offensif. Et comme je le disais, le moins cher que le défensif aujourd'hui, c'est le contre-offensif précis et maîtrisé. Et comme on est quand même aux rencontres stratégiques de la Méditerranée, je voudrais dire que, on l'a vu, il y a des initiatives européennes qui se font. Toutes ces initiatives, on ne pourra pas toutes les faire seules. Et il va falloir rechercher des partenariats. Et justement, des partenariats au niveau de la Méditerranée, ça peut en faire partie. Et voilà, pour construire la défense et l'attaque de demain, on a besoin de ces partenariats. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet. Voilà, et nous allons maintenant. Merci. Et nous allons maintenant, enfin, peut-être que j'allume en fait, et nous allons maintenant passer la parole à Laurent Duport, donc pour voilà, compléter ce schéma-là. Laurent, tu as bonjour à tous et merci d'être venus. Alors moi, je suis assez admiratif de mes collègues parce qu'ils semblent avoir trouvé un début de réponse à la question, au moins un début de définition à offensif-défensif. Et je ne sais pas si vous pouvez passer la première diapo. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal autour de cette question. Et d'abord, on est dans un sujet un thème qui sont les enjeux technologiques. Alors, est-ce qu'il y a des technologies offensives, technologies défensives? Je ne suis pas très à l'aise. Alors, je me suis raccroché à ce que je connais mieux, c'est des missiles. Et j'ai plein d'exemples. Un missile, on est très fiers chez MBDA, ce missile Météor, le meilleur missile RR de sa catégorie. Est-ce qu'un missile RR est offensif ou défensif? J'y reviendrai à la fin, mais si vous pouvez m'aider à trouver une réponse. Ce qui est sûr, c'est que pour gagner le combat, il vaut mieux tirer avant l'adversaire et donc avoir un missile qui va vite et qui porte loin. Si vous êtes au-dessus de votre territoire national pour le défendre, vous allez me dire c'est du défensif. Si c'est une autre action, vous allez me dire c'est de l'offensif. Bref, j'y reviendrai. Je ne suis pas hyper à l'aise par rapport à la question en elle-même. Et je pense qu'il y a 3 niveaux. Il y a la technologie. Et je crois qu'honnêtement, il y a des technologies effectivement qui ne s'appliquent qu'à l'un ou l'autre des domaines, mais il y en a beaucoup qui sont communes. Les produits, j'y viendrai tout de suite, et en particulier les missiles. Il y en a qui sont clairement dans un camp ou dans l'autre, mais toute une famille qui est un peu au milieu des deux. Et en fait, ça dépend de l'intention et de la façon dont on les emploie. Et je pense qu'en fait, le qualificatif peut être utilisé de manière différente. Si vous pouvez passer la diapo suivante. Et voilà, donc le catalogue de missiles MBDA, il est segmenté sur ces 6 catalogues de produits. À gauche, vous avez tout ce qui est frappe dans la profondeur, frappe tactique. J'aurais tendance à dire c'est clairement offensif. Alors ça peut être du contre-offensif, donc je ne sais pas comment on le place dans ce cas-là. À droite, des sujets qui ont été évoqués dans la défense anti-aérienne, etc., que ce soit de la défense de zone ou de la défense plutôt d'autoprotection rapprochée. Ça commence par s'appeler de la défense, donc on est dans le défensif. Puis au milieu, on a le combat aérien. Pour moi, il n'y a pas d'évidence sur le fait que ce soit plus offensif que défensif. Et tout le combat terrestre, où là, clairement, il n'y a pas... on est je veux dire, à peu près dans la même situation, de savoir, en fait, c'est l'intention et c'est la façon dont on va l'utiliser qui va compter. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas très simple. Ce n'est pas si simple. Pareil sur l'anti-navire. Quelle est l'intention? Voilà. J'ai volontairement exclu la dissuasion. Vous voyez que j'ai déjà beaucoup de problèmes pour répondre à la question. La dissuasion, évidemment, c'est une attaque, mais c'est bien une intention défensive de protection du territoire national. Donc voilà, on est encore dans cette ambiguïté quand on parle de dissuasion. Donc pour essayer de vous amener des éléments en fait, de réflexion plutôt qu'une réponse à la question, j'ai essayé de faire 2 slides sur un peu qu'est-ce qui caractérise la définition d'un système quand on a une intention offensive ou bien quand on a une intention défensive. Donc, si vous pouvez passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Voilà. Avec donc une première question qui était posée dans l'énoncé, qui est ces armes qui sont développées dans le contexte de contre-terrorisme, de guérilla, d'opérations du fort au faible depuis 30 ans. En fait, dans ces opérations de défense contre le terrorisme, on a essentiellement mené des attaques avec des armes offensives. On a mené des frappes, beaucoup de frappes solaires. Voilà. Donc, l'offensif était là et on a utilisé beaucoup d'offensives dans une situation asymétrique de combat dans les opérations extérieures. Donc, je dirais, on a dans les faits beaucoup utilisé cet offensif.
le défensif très peu, et c'est probablement une des réflexions qui a été faite. En fait, on a mis un peu de côté cette problématique d'autoprotection, en particulier en défense antiaérienne, parce qu'en fait, il n'y avait pas de menaces dans ces opérations-là, pas ou très peu de menaces. Donc, je vais un peu à l'inverse de ce qui a été dit, enfin, ce qui était posé dans la question. Et maintenant, on parle de combats de haute intensité, et en particulier, je pense que la question vient directement de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on peut considérer que l'offensif a pris le pas sur le défensif quand on voit les résultats de l'offensive russe, puis de la contre-offensive ukrainienne? On voit bien qu'il y a une énorme difficulté quand même à faire face à des défenses. Certes, il y a un rapport économique, il y a tout un tas d'issues, mais on voit que cette contre-offensive ukrainienne en particulier, elle est extrêmement difficile. Il y a une culture de la défense côté russe. Il y avait très récemment à l'école militaire un exposé justement sur un rétexte sur la défense russe, avec cette culture de la défense, et où on voyait apparaître en fait sur une profondeur de 30 km 3 lignes de défense russes pour protéger cette partie de territoire qu'ils ont acquis. Donc je dirais, dans un premier temps, moi j'aurais plutôt tendance à penser qu'aujourd'hui, c'est le défensif qui l'emporte en fait dans ces pays-là. L'hiver va arriver qui ne va pas arranger les choses, où on va rester probablement dans des positions assez figées, malgré tous les moyens offensifs, malgré l'hypersonique qui est apparu. Alors, ce n'était pas totalement une surprise, parce que Vladimir Poutine avait fait le buzz, je veux dire, il y a quelques années déjà, avant ce conflit, sur l'annonce de missiles hypersoniques. Mais effectivement, on a vu les premières utilisations sans réel effet militaire décisif. Je veux dire, ça n'a pas changé la donne. C'est une menace, effectivement, mais ça n'a pas changé la donne. Alors, je voulais quand même vous parler un peu des enjeux de chacun et des avantages et des inconvénients dans chaque camp. Et ça, c'est important quand on conçoit un système, quel qu'il soit, qu'on le qualifie d'offensif ou défensif. Ce qui est sûr, c'est que dans l'offensif, on a toujours l'avantage de décider de quand on conduit la frappe. Et ça, c'est énorme. Donc, cet effet de surprise qu'on peut créer, on peut planifier. Je ne veux pas dire qu'on a le temps devant nous, mais on va utiliser cette force quand on va être prêt à l'utiliser. On va choisir l'instant, on va choisir la cible. C'est-à-dire, quand vous défendez, vous essayez de défendre toutes vos cibles. Quand vous attaquez, vous allez dire c'est cette cible-là que je vais attaquer qui est prioritaire. Vous n'allez pas attaquer toutes les cibles. Et donc, il y a une espèce de déséquilibre, effectivement, que citait Unique, sur le fait que, oui, il faut plus de moyens de défense si on veut tout protéger par rapport à un adversaire qui va peut-être cibler 1, 2 ou 3 cibles uniquement. Les conditions. Quand vous défendez, il faut vous défendre quel que soit le temps, le jour, la nuit. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous faire l'hypothèse que votre attaque, vous la conduirez 2 jours par beau temps. Bon, voilà. Ça coûte probablement beaucoup moins cher. Et côté défense, on va essayer de se protéger contre toutes ces conditions, dans toutes ces conditions. Évidemment, les trajectoires, et là, ça a été tout l'avantage de l'hypersonique, de choisir en fait une zone de l'espace, et en particulier d'altitude, dans laquelle il n'y avait pas de moyens de défense, donc cette fameuse tranche 30-50 km où en fait il n'y a pas d'intercepteur aujourd'hui. Donc ils ont clairement choisi de se positionner à cet endroit-là. Milieu échange, je reviendrai un peu parce que en fait, la question est déjà compliquée quand on réfléchit à un système unitaire, mais évidemment, on va parler de combiner des effets dans un domaine multimilieu et multichamp. Voilà. Les enjeux, faut quand même un bon renseignement pour pénétrer des défenses, c'est pas un scoop. La vitesse peut être un atout, la manœuvrabilité en est un. Je reviendrai sur la saturation, qui est aussi une nouvelle technique qu'on voit, alors beaucoup dans des moyens peu chers, comme les drones par exemple, ou les munitions rôdeuses. Et puis, alors là, il y a une sensibilité qui peut être différente en fonction des acteurs, c'est les effets collatéraux. Sujet qui est évidemment très important chez nous, peut-être qu'ils prennent moins de précautions sur ce sujet-là. Donc le défensif, ces vrais enjeux, c'est cette posture permanente. Vous ne savez pas quand votre adversaire va attaquer, donc il y a un enjeu de permanence H24. Ces conditions environnementales, une couverture qui doit être totale. Il vous faut du renseignement. Alors du renseignement pour essayer au mieux d'anticiper cette frappe. Mais en fait, il y a 2 niveaux. Il y a aussi, dans la conception du système défensif, d'avoir le renseignement pour connaître la menace. Et je reviendrai sur cette importance, je crois que Xavier, tu en as parlé, l'importance de connaître la menace pour définir au mieux la défense.
ni la surspécifier, ni la sous-spécifier. Dans le premier cas, elle sera vraisemblablement beaucoup trop chère, et dans le deuxième cas, inefficace. Donc, il y a cette question de pertinence. 360 degrés, on a longtemps vu les patriotes sectoriels, 120 degrés de couverture de défense. Alors, on n'a pas fait ces choix-là en France avec le système SAMP-T qu'on co-développe avec Thales. Et je dirais heureusement, on s'est doté d'une défense 360 degrés parce qu'on ne sait pas d'où vient la défense, d'où vient l'attaque. L'exemple qui était cité de l'EPA américain, la défense contre les missiles balistiques, il y a deux éléments principaux qui sont les deux radars au sol qui s'appellent Aegis Ashore américains, qui sont dirigés vers l'Iran officiellement. Alors maintenant, peut-être qu'on dit vers la Russie, mais enfin, c'est du béton, c'est une installation dure. Évidemment, dès qu'il y a un changement dans la provenance de l'attaque, et on parlait des Kinzhal qui sont tirés depuis des avions, évidemment, à partir du moment où on l'emmène sous un avion, on peut le tirer, je veux dire, presque de n'importe où. Et donc, en fait, ces défenses qui ont été conçues de manière très directionnelle atteignent leurs limites face à des attaques comme celle-là. Le temps, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est jouer sur le temps de réaction qui est imposé à celui qui défend. Contraction du temps, alors missile hyper véloce, il va plus vite, donc tout ça c'est des temps de réaction plus courts, mais il manœuvre, c'est aussi de la complexité, c'est cette fameuse feuille de nénuphar que vous avez vue, on ne sait pas où il va aller, donc il faut alerter la moitié de l'Europe sur le fait que potentiellement ils vont devoir intervenir contre une menace qui les attaque. Question de la complexité, c'est vrai avec les drones. Donc on est en fait dans des extrêmes de quelque chose de très sophistiqué, très performant du missile hypersonique. Mais le drone, il y a la même chose. Les essaims de drones, en fait, ça introduit une complexité par rapport à l'opérateur de défense qui va donner la performance à partir d'un objet finalement peu performant et assez simple et peu coûteux en plus. Donc il y a ce côté économique qui est là. Bon, l'avantage qu'on a quand on se défend, c'est qu'on joue à domicile, donc on sait à peu près ce qu'on protège, où on est, etc. Et beaucoup, et ça, je veux dire, on est les premiers chez MBDA à devoir faire notre autocritique. On réfléchit souvent duel, on est attaqué par un missile, on va répondre avec un missile, etc. Bien évidemment, le domaine de la défense est bien plus large que ça, et bien d'autres leviers que cette défense active terminale. Des manœuvres de déception, de l'orage, et le brouillage, j'y reviendrai un petit peu, mais c'est évidemment une solution également. Voilà. Est-ce que vous pouvez passer à la planche suivante, s'il vous plaît? Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à la deuxième partie du problème qui était posé, qui était l'hypervélocité, les lasers, les attaques cyber, laissent-ils encore une place aux boucliers, aux bulles A2AD ou encore aux pare-feux? Donc l'hypervélocité, c'était très bien développé par Unique, donc je ne vais pas y revenir. Clairement, là, on sait faire la part des choses, un missile hypervéloce, offensif, que ce soit un planeur ou un missile de croisière, et puis en face, qu'on essaie de faire des systèmes de défense. Peut-être avec un déséquilibre sur le coût, oui, sur le nombre de missiles qu'il va falloir déployer. Si on se place dans le domaine naval, je crois qu'on n'a pas le choix. Quand on met un porte-avions à la mer, ce porte-avions, il sera protégé. Donc, il faudra bien avoir des systèmes défensifs, quoi qu'il arrive. Les lasers, clairement, les lasers, aujourd'hui, leur première application, c'est la lutte anti-drone, c'est parce que c'est ce qui requiert le moins de puissance, ce qui est assez accessible, avec un problème économique, c'est-à-dire on ne veut pas utiliser des munitions trop chères contre un drone. Et le laser, en gros, ça coûte 1 euro le tir, je veux dire, l'énergie nécessaire à mettre en œuvre le laser. Donc en fait, on n'est pas dans l'offensif aujourd'hui avec le laser, on est clairement dans la lutte anti-drone qui est plutôt défensive. Peut-être qu'un jour on fera autre chose, mais pour l'instant on est dans le défensif. Les attaques cyber, cyber-offensif, cyber-défensif, tout ça je pense que vous connaissez. Donc là encore, vous voyez que il n'y a pas de réponse très très tranchée sur les avantages d'une technologie ou une autre. Donc on voit effectivement sur le plan des technologies, l'hypersonique a été développé en détail par Unique. Donc jouer sur la vitesse, jouer sur la manœuvrabilité, jouer sur les gammes d'altitude dans lesquelles on va opérer, jouer sur les points de lancement, c'est-à-dire de sortir de ces missiles balistiques qui étaient tirés depuis le territoire avec des lanceurs terrestres, mais passer avec des porteurs aériens, voire des bateaux, pour complètement, éventuellement contourner les défenses. Générer de l'incertitude avec cette manœuvrabilité, contraindre les temps de réaction, c'est le levier principal.
cette prétendue invulnérabilité. Alors, c'était les mots de Vladimir Poutine à l'époque. Bon, donc on voit que ce n'est pas forcément le cas non plus. Les techniques de saturation. Bah, c'est sûr que ça introduit quand même une complexité. Un essaim de drone, c'est un objet qui est complexe, qui a des comportements extrêmement complexes. Hier, vous aviez une conférence sur l'intelligence artificielle et le combat collaboratif, hein, où on est effectivement acteur du développement non plus de missiles où on va se reposer sur la performance intrinsèque d'un seul missile, mais on va se reposer sur une meute de missiles. Et là, vous pouvez faire l'analogie, on utilise le mot meute plutôt qu'essaim, parce qu'on parle de quantités qui sont la douzaine ou quelques douzaines. Vous pouvez faire l'analogie avec une meute de loups. En fait, un loup tout seul va mourir de faim, une meute de loups, ben voilà, elle va prospérer. Et en fait, ces techniques de meute, d'avoir plusieurs missiles qui collaborent entre eux, permet d'avoir un objet qui est moins performant unitairement, moins cher, mais qui va obtenir la performance désirée parce qu'on va l'opérer avec ces techniques de meute. Voilà. Cette asymétrie économique, et ça Yunik l'a bien dit, c'est vrai, mais tu citais un rapport 2 entre un missile hyper véloce et le symétrique en termes de défense. Dans le domaine de la lutte anti-drone, on a vu des cas où c'est beaucoup de zéros en fait. Quand on a tiré des missiles Patriot contre des drones, par exemple, ce qui est arrivé, hein, c'est un déséquilibre total. Donc, il y a aussi cet équilibre économique qui, à un moment, doit être considéré sur la partie offensive, ce qu'on va chercher à faire. Sur le défensif, course au contre-hypersonique, on en a parlé. L'automatisation. Alors, je n'ai pas dit autonomie, mais automatisation. En fait, on a depuis longtemps des systèmes automatiques de réponse. Enfin, les bateaux, alors le système américain Phalanx, mais il y a d'autres systèmes de missiles qui ont aussi des comportements automatiques de réponse à une attaque, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps d'avoir un opérateur qui répond. Je dirais que c'est peu risqué, en fait. Quand on sait très bien qu'on est visé, que la menace est un missile, que ce n'est pas un Airbus, comme ça a pu arriver à certains endroits. Mais normalement, c'est quand même assez facile de caractériser le comportement d'un missile. On a des réponses automatiques à ça. Et ça, c'est un moyen de gagner du temps. La lutte anti-drone, j'en ai pas parlé. On travaille tous très activement, que ce soit Thales, MBDA et quelques autres, sur la lutte anti-drone. Il y a un problème économique dans la lutte anti-drone. Hein. C'est complexe, mais en fait, ces objets ne sont pas non plus très sophistiqués. Mais il y a une question économique de comment on y fait face. Évidemment, la guerre en Ukraine, c'est un super observatoire de ce qui est en train de se passer, et entre autres des résistances qui sont développées contre le brouillage, toutes les techniques qui sont mises en place pour naviguer sans GPS, et de fonctionnement collaboratif. Je reviens sur la conférence sur l'IA, hein, c'était passionnant, très, très pertinent. Aujourd'hui, dans les drones Lancet 3 des Russes, il y a une machine de traitement américaine de NVIDIA qui est clairement là pour embarquer de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est la machine qui est faite pour ça, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on se pose quelques questions. On y va pas. Je pense que les Russes en Ukraine, c'est des questions qui ne se posent plus. Voilà. Donc de l'IA dans des drones, c'est le cas aujourd'hui, et une certaine autonomie en fait dans ces drones, hein, qui vont traiter des images et qui vont faire. Donc on a cette problématique, hein, c'est-à-dire qu'on va devoir faire face à des systèmes qui gagnent en autonomie et donc sont moins contraints par cette liaison entre le drone et son opérateur, ce qui était un des moyens de dire on brouille la liaison et quelque part il a perdu le contrôle. En France, les munitions, ce qu'on appelle munitions rôdeuses, on appelle ça des munitions téléopérées. On est en train de travailler sur 2 démonstrateurs là, pour l'idée de munitions téléopérées, mais le nom qu'on leur a donné veut dire ce que veut dire, c'est qu'on garde un opérateur dans la boucle. Jusqu'où donc, quelque part, une sorte de vulnérabilité. Alors, on va sécuriser la liaison, on va tout faire, mais les Russes sont passés au-delà déjà de ce sujet-là. Voilà. Et puis, on a des techniques de déception de brouillage à disposition. Les armes à énergie dirigée, donc à la fois électromagnétiques et laser, qui sont 2 solutions qu'on travaille pour des interceptions, on va dire bas coût. Voilà, je vais conclure là, ma dernière diapo, je pense. Ou l'avant-dernière. Donc, évidemment, j'ai essayé de faire... j'ai déjà mal répondu à la question, mais malheureusement, elle est encore plus complexe que ça, puisqu'il faut, si on veut être pertinent, l'adresser dans ce qu'on appelle le multimilieu, multichamp.
J'ai fait juste là une petite citation des résultats d'Orion, hein, ces essais ou cette campagne qui a été faite sur l'intégration multimilieu, multichamp. Et évidemment, l'enjeu, c'est quoi? C'est cette production d'effets, mais de manière synchronisée, en jouant sur plusieurs leviers. J'ai pris des exemples, le brouillage par exemple, hein, qui est à la fois une façon, par exemple, de se protéger contre des drones dans la lutte anti-drone, mais aussi une façon d'accompagner des frappes dans ce qu'on appelle nos armements collaboratifs de fonctionnement de meute. Bien évidemment, il serait dommage de ne pas avoir quelques éléments de la meute qui soient dotés de capacités de guerre électronique et de brouillage. Donc on va combiner ces effets-là, évidemment, que ce soit en offensif ou en défensif. L'espace a été rapidement évoqué par Yannick. Là aussi, il y a une évolution, hein, il y a une prise de conscience qu'il va se passer des choses pas très sympathiques dans l'espace, qu'on a développé énormément de capacités qui bénéficient de l'espace, mais qui sont donc dépendantes d'un certain nombre de moyens spatiaux. On voit en Ukraine tout l'apport qu'il y a eu sur le spatial, mais on voit aussi en particulier qu'il va falloir protéger un certain nombre de nos moyens spatiaux. Et ça, on a commencé, je cite l'exercice Astérix, parce que là, pour la première fois, on a commencé à jouer avec la possibilité de mener des actions dans l'espace. Donc, au-delà de toutes les actions, de tous les programmes, de déjà avoir une bonne connaissance de ce qui se passe là-haut, mais aussi de pouvoir intervenir. Voilà, je vais juste conclure. J'ai fini sur la dernière diapo, si vous pouvez. Voilà. Donc, on a parlé de lance et de bouclier, ou d'épée et de bouclier. C'était déjà une évolution, peut-être entre la lance et l'épée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que cette compétition, elle est permanente. Enfin, il n'y a pas il y a des avancées, l'un rattrapant l'autre, etc. Tout ça, la question, elle est éternelle. Donc, je ne sais pas vous dire s'il y a une réelle progression de l'offensif ou du défensif. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, et je reviens là-dessus, et je vais finir par ça, c'est il faut connaître sa menace si on veut correctement se défendre. Et inversement, il faut connaître les défenses adverses si on veut correctement dimensionner nos moyens offensifs. On a la chance de faire ça chez MBDA, puisqu'on fait les deux. Vous avez vu que dans notre portefeuille, on a l'ensemble. Ce qui permet d'avoir une bonne connaissance des technologies, des maturités des technologies. Et on a énormément d'investissements dans les restitutions de systèmes adverses, avec beaucoup d'avis d'experts, mais mes camarades font la même chose, pour essayer d'appréhender au mieux l'équipement de nos potentiels adversaires, et surtout d'anticiper où ça va aller, parce qu'on a toujours nos temps de développement qui font que ce n'est pas l'état présent qu'il faut prendre en compte, mais c'est l'état supposé dans X années. Voilà, je termine là. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation finale. On va prendre les questions, bien sûr, de la salle. On a quelques minutes pour répondre à plusieurs questions. Mais juste, ce qui me frappe, et sur ta dernière citation, on a effectivement cette dialectique bouclier, lance-bouclier. Et finalement, moi, ce que je retiens de vos trois présentations, c'est quand même une chose, c'est que la variabilité de l'offensif s'est accrue. C'est-à-dire que c'est plus seulement une lance. Et je vois trois axes principaux, finalement, au fil de vos présentations, sur lesquels on a gagné en tant qu'attaquant des degrés de liberté. C'est la forme de la menace. Tu disais, Laurent, ça va du missile très cher au drone pas cher du tout. C'est la trajectoire de cette menace, sa cinétique. Je trouve que, et l'exemple de l'hypersonique, pour moi, c'est très clair. Et c'est son autonomie possible. Et finalement, on parlait de l'IA. Alors, tu dis effectivement, à ce stade, on est plutôt dans l'automatisation, mais on commence à voir des choses réflexes un peu, quoi. Et ces choses réflexes, elles vont devenir de plus en plus apprenantes. Et finalement, si on combine forme, trajectoire, autonomie, on dessine un univers d'incertitude qui est quand même extrêmement accru par rapport à l'héritage, certes, du même problème qu'on avait il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, il y a 1000 ans. Et ça, c'est quand même un peu nouveau. Et sans doute, le rapport entre cette variabilité de la menace, son imprévisibilité qui s'accroît, et la tâche de la défense qui est de faire face à cette imprévisibilité, c'est un défi plus fort qu'avant. Donc ça, c'est vraiment le point, moi, que je retrouve de vos présentations. Je ne sais pas si je vous demande pas, le cas échéant, vous pouvez réagir, bien sûr, mais je pense que quand même,
la tâche est plus ardue et elle promet de l'être. Alors, on va prendre vos questions, bien sûr. Alors, je suis obligé, je vais me déplacer pour voir. Donc, quelles leçons tirons-nous du conflit en Ukraine sur sur la composante spatiale, hein, que ce soit sur les moyens capacitaires dont il faudrait se doter ou sur les types de menaces? Alors là, la question, est-ce que vous... Bon, moi, je veux bien faire un premier début de réponse, hein. On voit effectivement cet apport du spatial, en particulier en matière de communication, et pas que, mais en particulier en matière de communication, qui est essentiel sur cette guerre en Ukraine, hein, côté ukrainien en particulier. On voit bien aussi cette problématique de dépendance à une société privée comme Starlink qui peut décider un jour d'arrêter ou temporairement arrêter la mise à disposition. Après, ce dont il faudrait se doter, en fait, le changement, il vient essentiellement quand même de toute cette approche de l'orbite basse avec ces constellations d'orbite basse qui sont, je veux dire, le gros changement dans des applications duales. Puisque là, on parle de moyens civils qui sont utilisés à des fins militaires, mais dans des moyens duals. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu la clé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle économique militaire de constellation, sachant que c'est pas juste, il suffit d'en lancer une centaine, ou c'est plutôt des milliers, et en plus, il faut les renouveler. Donc, si vous n'avez pas le business model derrière pour alimenter ça, ça va être compliqué. Donc, moi, je crois beaucoup à ces capacités duales, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les concevoir dès le début pour une application militaire et un contrôle militaire. Ça doit être national, européen, je ne sais pas, mais ça, c'est toujours une question de moyens. Et puis, il y a ce volet qui est essentiel, qui a été évoqué par Ionic, qui est cette détection dans le cas des missiles balistiques. Aujourd'hui, on ne sait vraisemblablement pas faire cette défense contre les missiles hypersoniques sans composante spatiale. Et pas que pour l'early warning comme c'était pour les missiles balistiques, puisqu'on avait la chance pour les missiles balistiques, une fois qu'on avait détecté leur départ et leur fin de propulsion, on savait où ils allaient tomber. Vous avez vu qu'avec la manœuvrabilité des missiles hypersoniques, il faut les poursuivre. Alors, il y a les radars qui vont aider à une certaine phase, mais il reste quand même qu'il y a un horizon du radar, et donc la partie spatiale, elle est vraisemblablement absolument critique et essentielle, et c'est l'objet d'ailleurs dans Twister du premier pilier d'alerte spatiale. Voilà, je dirais il y a au moins ces deux dimensions qui sont essentielles. Alors, je voudrais juste en rajouter une. Donc là, Laurent parlait de Twister, effectivement. Il y a une grosse cohérence française, au moins au niveau de la BITD, des industriels français. On est tous les trois partenaires là-dessus, que ce soit Thales, MBDA ou Ariane Group, ainsi qu'avec l'ONERA, donc au niveau de la recherche, pour justement améliorer ces capacités. Aujourd'hui, ça ne peut se faire qu'en européen pour des questions budgétaires, je dirais. Mais derrière, on garde quand même une certaine souveraineté parce que la France a des connaissances qu'elle a acquises depuis un certain nombre d'années dans ce domaine justement de la détection spatiale. Et du coup, on cherche à garder une certaine souveraineté là-dessus. Je voudrais juste revenir par rapport à l'expérience aussi que l'on a en Ukraine sur les moyens offensifs que l'on a besoin d'avoir contre les moyens spatiaux. J'ai parlé d'un laser qui permettait de faire du déni de renseignement et du déni de guidage. On cherche à s'en équiper en France. On espère que ce moyen capacitaire sera clairement identifié, parce que les Russes, en tout cas, l'ont très bien identifié. Alors là, on parle de l'Ukraine. Je vais revenir une dizaine d'années avant. En Crimée, il a été clairement démontré que les Russes ont ébloui des satellites d'observation pour mener des opérations au sol. Donc, si on ne veut pas rester en arrière, justement, sur l'offensif, plutôt que sur le défensif là-dessus, il faut aussi que l'on avance sur le sujet. Je peux dire un petit point. Évidemment, souveraineté, c'est fondamental. Je ne reviendrai pas dessus au moment où on vient de lancer les derniers satellites Syracuse pour les armées françaises, donc qui assurent cette partie souveraineté. C'est important. Dans les communications, effectivement, on est devenu très dépendant de l'espace parce que c'est du débit. Donc la deuxième mot-clé, c'est diversification de la connectivité, parce qu'on peut faire la connectivité locale à très haut débit entre deux avions de chasse, voilà. Donc diversification en UHF, en VHF, en HF, dans tous les domaines. Et on voit d'ailleurs la marine française actuellement qui fait des exercices où ils coupent leur communication satellite
pour jouer comment faire la guerre en éliminant cette dépendance, c'est intéressant. Voilà. Et derrière, nous, ce qu'on demande chez Thales dans la partie communication, c'est surtout de la résilience dans les communications. C'est ce qu'on fait par exemple sur la HF qu'on appelle HF XL, qui est effectivement quelque chose qui émet sur un large spectre en regardant, c'est-à-dire que ce sont des communications cognitives, c'est-à-dire qu'ils regardent l'état du spectre et on regarde à l'intérieur où est-ce qu'on peut transmettre dans le spectre parce qu'il n'est pas occupé. Donc là, on obtient une résilience bien supérieure. Voilà, donc ça, c'est intéressant, la partie diversification des sources de transmission, jusqu'aux transmissions laser, super haut débit. Hein. Ouais, je voudrais juste ajouter cette course à la data, et qu'évidemment, nous, missiliers, on essaie d'en recueillir un maximum, en particulier pour un objet qui est loin et dans un environnement qui est assez hostile. Et là aussi, c'est important d'avoir du débit pour recueillir un maximum de data. Hein. Oui. Et sur cette question, dernier point, parce que s'il y a le lien Ukraine composante spatiale, et Laurent a évoqué Elon Musk, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, à la suite de cet épisode, mais en fait, c'est faux, c'est pas à la suite de cet épisode, c'est depuis 2017, soit bien avant le conflit ukrainien, il y a une réflexion qui est menée sur comment employer les moyens commerciaux en conflit. Et le cas particulier d'Elon Musk qui dit non, mais Starlink ne guideront pas des missiles vers des... Parce que là, on passe à autre chose. C'est un cas en fait qui avait été étudié et qui est en cours de... Voilà. Donc il y a tout un aspect brouillage aussi, un petit peu de l'art de la guerre derrière tout ça, guerre par proxy, enfin voilà. Donc c'est un peu compliqué. Deuxième question. À ce jour, des missiles, notamment nucléaires, sont-ils déjà positionnés en orbite? Que prévoit le droit international sur le sujet? Alors, je peux vous dire, sur la deuxième partie, c'est une interdiction. C'est le traité de 67, on n'a pas le droit de mettre en orbite des armes de destruction massive. Y en a-t-il? Je ne sais pas, peut-être, a priori, il n'y en a pas. On a parlé de FOPS il n'y a pas très longtemps, dans ce qu'on appelle les Fractional Orbital Bombing System, qui étaient des anciens trucs soviétiques pour contourner les radars américains. Les Chinois, dit-on, seraient en passe de repenser à ce genre de concept. Pour l'instant, tout ça, c'est assez hypothétique. Mais normalement, soyez assurés qu'il n'y a pas de bombe nucléaire en orbite. Mais vous avez peut-être d'autres remarques à faire sur le sujet. Autre question, le transfert de fabrication de moteurs pour Ariane n'est-il pas une faute stratégique? Alors, je ne sais pas exactement à quel... je ne comprends pas trop la question. Oui, moi non plus, le transfert Alors, pour tout ce qui est, en tout cas, moteur stratégique, au contraire, 2017, ça a été le rapprochement justement de Airbus et de Safran pour constituer une JV justement pour maîtriser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire produire à la fois les moteurs, faire toute l'ingénierie et produire les étages principaux. Donc, justement, toute cette partie stratégique n'a pas été relâchée. Alors, effectivement, sur la partie très spécifique des moteurs tactiques, il y a une partie qui a été cédée, mais qui n'est pas dans le sens, qui n'a pas de rapport justement avec la dissuasion. Si maintenant on parle des missiles hypersoniques, aujourd'hui, on fait des démonstrateurs, effectivement, on utilise des moyens externes pour lancer nos démonstrateurs, mais on est en train aussi de développer nos propres moyens pour lancer de futures armes hypersoniques. Donc non, au contraire, on n'a pas lâché du tout cette partie-là. Ça faisait peut-être référence. Je ferai une petite remarque, parce que c'est quand même très intéressant, les affaires de partage industriel. Oui. Quand la France n'investit pas dans un domaine parce qu'elle est dans un cycle où elle a décidé de faire autre chose, la partie industrielle, nous, Thales, on a 50 marines clientes, 52. Nos autres clients nous demandent quelquefois ces capacités-là. Et ben, on est obligé de faire des alliances avec d'autres industriels, abandonner une partie de ce qu'on faisait et partager et le faire avec d'autres industriels. Pour revenir en arrière, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc c'est des questions de souveraineté compliquées, mais c'est des questions de souveraineté qui sont fondamentales. Hein. Sur Ariane 6, il y a eu des correspondances avec l'Allemagne sur ces sujets-là. Mais voilà, ça fait effectivement partie de ces dynamiques-là. Très rapidement, quel est le rôle des outils moins coûteux et plus faciles d'utilisation dans la défensive ukrainienne? Alors, quel est le rôle des outils moins coûteux et plus... En gros, quels sont les outils qu'on utilise qui sont les moins coûteux, finalement, si je comprends bien, et qui jouent un rôle important dans la défense ukrainienne? Est-ce que c'est des drones, par exemple? On a beaucoup entendu parler de ces questions
de drones. Enfin, quels sont aujourd'hui, selon vous, enfin là, c'est pas si facile. Quel est l'arsenal ukrainien dans ce domaine? J'apporterai juste une toute petite réponse sur un tout petit sujet. On disait qu'il fallait 30 missiles ou 20 missiles pour arriver à arrêter un missile hypersonique. Bon, il faut prendre en compte aussi le prix de la cible qui est attaquée. Quand les Ukrainiens ont tiré des Storm Shadow sur une frégate qui coûte 300 millions et qu'ils ont détruit au bassin avant même qu'elle ne prenne la mer, voilà, on n'est pas obligé de répondre avec quelque chose qui coûte 3 millions. D'accord, il faut quand même défendre quelque chose qui coûte 300 millions. Donc il faut quand même prendre le prix de la cible dedans. Mais c'est très important parce qu'on a vu des tendances en disant abandonnons tout un tas de choses qu'on fait aujourd'hui, prenons les armes à énergie dirigée, le tir d'une arme à énergie dirigée ne coûte pas cher, il peut tout faire, il suffit de l'orienter sur les bonnes fréquences et on a la solution. Faux. Les armes à énergie dirigée ne font pas tout. Elles attaquent dans des conditions spéciales, des cartes électroniques très spéciales, quoi. Donc c'est pas une réponse universelle, même si le tir en lui-même ne coûte pas cher. Alors, on va prendre une autre question, alors pas nécessairement celle qui est tout en haut, qui est très intéressante, mais celle qui est en bas, je pense, permettra d'éclairer par rapport aux présentations qui ont été faites. Donc il y a une question qui est une interrogation, finalement. Pas d'intercepteur sur le segment 30-50 km, mais comment arrive-t-on dans ce cas à détruire des satellites en orbite bien plus haut, qu'à chinois notamment? Alors est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement? Alors, justement, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes. Quand on parle d'altitude de 30 à 50 km d'altitude, en fait, on est dans des couches hautes de l'atmosphère où il n'est pas possible, je dirais, de piloter un intercepteur ou un missile, plus difficilement. Donc, dans les couches basses, voilà, on arrive à naviguer. Voilà. On travaille justement pour résoudre ce problème entre deux, mais c'est une combination de moyens. Sur des altitudes beaucoup plus élevées, on utilise des missiles donc qui sont à propulsion solide ou liquide, qui utilisent des tuyères mobiles pour les piloter. Et donc, c'est des missiles comme ça qui sont utilisés pour détruire des satellites. C'est ce qu'on appelle des ASAT, des anti-satellites. Mais c'est ni plus ni moins la même chose qu'un intercepteur de missiles balistiques. C'est exactement la même chose. Donc, un satellite en orbite, il est au-dessus 100 km. Donc, au-dessus 100 km, on peut utiliser des intercepteurs, ce qu'on appelle exo-atmosphériques. Oui, donc, effectivement, on ne parle pas de cette tranche 30-50 dans laquelle nous, on pense qu'on sait effectivement développer des intercepteurs et les rendre manœuvrants. Très clairement, dans ces actions dans l'espace, là, il y a effectivement l'exemple des Chinois, mais les Indiens ont fait, je vais dire, pas mieux. C'est qu'il y a quand même un inconvénient majeur à faire ce genre de plaisanterie, c'est que ça génère énormément de débris. Donc la ligne rouge MBDA dans ce domaine-là, où on réfléchit à produire des effets dans l'espace, c'est produire des effets sans générer des débris. C'est clair que sinon, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied en polluant des orbites pour des durées qu'on ne maîtrise pas, quoi. Donc c'est pas techniquement très difficile. Enfin, tu as raison, hein, il y a plein de pays qui ont ces moyens de missiles qui vont au-delà de 100 km. Mais c'est vraiment pas une bonne idée soi-même prendre le risque de neutraliser ses capacités spatiales. Alors, parmi les dernières questions qu'on va prendre, l'une pose, alors ça a déjà plus ou moins été en fait traité dans les présentations, quels sont les moyens et tactiques de défense contre les missiles hypersoniques? Donc on sent que le côté offensif hypersonique a frappé un peu les esprits, et en se disant, mais est-ce qu'on est totalement démunis? Est-ce que, compte tenu de cette incertitude que fait peser la trajectoire hypersonique et sur la cible et sur le choix des cibles, est-ce que finalement on est aujourd'hui quand même dans une situation où se défendre contre ça, c'est quand même très compliqué? Est-ce qu'on a des ébauches de réponses techniques, tactiques? Alors oui, c'est compliqué, mais maintenant voilà, on y travaille. Les missiles hypersoniques étaient les missiles de demain. On les voyait arriver, donc on avait commencé à préparer des choses. Et comme le disait Hervé, on travaille sur des systèmes, on ne travaille pas sur des éléments, des capacités uniques et unitaires. Donc c'est une combinaison de satellites, de radars, d'intercepteurs. Et voilà, on travaille justement à cette combinaison-là. Typiquement sur des satellites où jusqu'à maintenant on travaillait beaucoup sur des satellites géostationnaires, donc à 36 000 km d'altitude, qui permettaient d'avoir une permanence en fait d'observation sur une zone. On se rend bien compte que observer
un missile hypersonique qui va voler autour des 30-50 km, et alors si c'est un planeur qui va avoir une signature très réduite, détecter sa signature infrarouge à 36 000 km, ça va être compliqué. Mais depuis, on le voit bien avec, justement, on parlait de Starlink, mais là on est dans le civil, on est en train de penser aux mêmes solutions dans le militaire pour avoir des satellites beaucoup plus basse altitude qui, à ce moment-là, seront capables de détecter les menaces. Et de la même manière, là c'est plus Hervé qui pourrait y répondre, au niveau des radars, il y a des choses qui se font aussi pour aller détecter ces menaces-là. Merci. Donc Hervé, c'est moi. Hein. C'est pas grave, je réponds à Hervé aussi. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? La détection, un radar, ça détecte ce qu'on lui demande de détecter. Ça ne détecte pas tout et n'importe quoi. Donc il faut les orienter. Donc les radars ont des logiques pour aller chercher ce qu'on leur demande d'aller chercher. Voilà, donc on adapte les formes d'ondes à ce qui arrive, etc. Donc on fait des essais actuellement pour regarder comment adapter nos radars à des mobiles qui arrivent à Mach 5. Donc ça, on a un certain nombre de résultats dessus. Il faut savoir que la physique des ondes fait qu'elles changent, parce que, par exemple, si vous émettez avec un radar dans un champ d'éoliennes, les ondes radar sont perturbées par le battement des pales des champs d'éoliennes. Donc on regarde comment adapter nos radars là-dessus. Donc c'est pareil pour les missiles hypersoniques, on regarde. Le deuxième élément à prendre en compte, donc il y a cet aspect, comment est-ce qu'on le détecte. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est est-ce qu'on a le préavis suffisant pour, donc jusqu'où on va aller regarder. Donc on regarde comment augmenter la portée de nos radars, et on peut le faire de manière ponctuelle sur un radar, en lui disant tu abandonnes ces fonctions et tu te concentres par exemple sur ça. Donc on a la puissance de calcul de le faire. Donc on regarde comment est-ce qu'on travaille, notamment avec les CMS, là, les systèmes de combat. C'est tout ce qu'on fait en Hollande avec nos activités là, sur les systèmes de combat tacticos hollandais. Voilà. Et puis, dernier point, sur la partie infrarouge, oui, on a une capacité, donc on n'est pas tout nu, on a une capacité de détecter ces missiles-là, mais comme vous l'avez vu, de temps en temps, ils finissent en glider. Et quand ils sont en glider, il n'y a plus de propulsion, plus d'infrarouge, hein, on ne détecte plus rien. Donc, oui, voilà. Alors après, il y a tout un tas de trucs, mais enfin bon, donc il y a différentes phases, il y a différentes choses là-dessus. Donc on n'est pas nu devant ce phénomène technologique. Maintenant, est-ce qu'on a une réponse complètement formée avec des systèmes? Non, pas aujourd'hui. Juste un tout petit complément pour vous donner une petite lueur d'espoir, c'est qu'on parle de missiles hypersoniques au-dessus de Mach 5, etc. En fait, ils ne sont pas non plus au-dessus de Mach 5 sur toute leur trajectoire. C'est que l'arrivée sur la cible, ce n'est pas un sport de masse, ce n'est pas facile. Se guider précisément sur une cible quand on arrive à ces vitesses-là, de très haut, très chaud, etc., et en pénétrant des couches d'atmosphère de plus en plus denses, la vitesse chute. Et donc, en fait, on a aujourd'hui des moyens qui ne vont pas faire de la défense de zone, mais qui, vraisemblablement, pour de l'autoprotection, offrent déjà une capacité. Quoi. Voilà. Alors, on Laurent, n'est pas non plus complètement à poil. C'est très bien que tu abordes ça, parce qu'il y a une question qui dit justement, qui demande un éclaircissement. L'hypersonique ou l'hypervélocité sera-t-elle limitée aux intérêts vitaux nucléaires, ou doit-on l'étendre aux missiles de croisière conventionnels? On en a déjà un peu parlé, mais il y a peut-être besoin de clarifier les idées là, sur voilà, le domaine d'utilisation de ce genre de missiles. Moi, je vais faire une réponse qui n'est pas technique là-dessus, parce qu'on est effectivement concerné, comme ça a été mentionné, par la SMPA et son successeur, la SN4G. Et en fait, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de principe en France, de distinguer très clairement les technologies utilisées dans la dissuasion de celles utilisées dans le domaine conventionnel. Et entre autres, d'avoir des objets qui signent différemment dans le domaine de la dissuasion ou dans le domaine conventionnel. Donc aujourd'hui, enfin demain, doit y avoir un missile hypersonique, un missile de croisière hypersonique en France, c'est le missile nucléaire. Il n'y a pas aujourd'hui, tant qu'on reste sur cette position-là, il n'y a pas de missile de croisière hypersonique. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait une confusion. Enfin, je veux dire, c'est quelque part un signal envoyé à l'adversaire sur la nature de l'intention et ce qui arrive. Et ça, c'est vrai depuis, sur la SMPA, sur l'ASMP, la SMPA, c'est quelque chose qui a toujours été appliqué. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier. Je pense qu'on a supprimé
les sonneries d'aéroport qui clôturaient les séances précédemment. Donc je vous remercie. On a bien fait le tour. Merci à vous pour vos questions. Merci aux panélistes. Et voilà, maintenant pour une... Et alors, il y avait une question plus technique en bas. Évidemment, vous pouvez, le cas échéant, si nos panélistes acceptent, interroger précisément sur des questions un peu plus techniques. N'hésitez pas. Mais il y a quand même le déjeuner. Donc, bon déjeuner à tous et à tout à l'heure.